pour passer en votre compagnie 1 heure de pur bonheur sur Canal Algérie à travers votre émission Brise d'été, Yazid. Oui, c'est ça. Et l'équipe de choc, elle est là. Elle est déjà là. Yazid Ait Mahiddin, Samira Hadjamar, bienvenue à vous. Comment ça va? Pour lui, il a déjà moins un. Moins un, oui. Voilà. Mauvaise réponse. Oui. Mauvaise réponse. Ou pas de réponse. Allez, dans un moment, Samira rendra hommage à un grand producteur et animateur de la radio en la personne de Hamid Keshad. Yazid, quant à lui, nous fera découvrir l'aqueduc de Chelchel et bien d'autres thèmes. Ce sera dans un moment dans Brise d'été pour cette première partie d'émission. Nous aurons également le plaisir dans Brise d'été aujourd'hui de recevoir Madame Boungheb Hafida, directrice de récréation artistique. Un très beau concept. Elle viendra nous en parler et parler de cet événement qui aura lieu le 5 juillet. Qui a eu lieu le 5 juillet dernier, donc à la galerie Gessouma Hidra. Place à présent à la musique. Yes. À la musique avec Mohpako et Heila. كل ما نشوفك تجيني هيلة نحب نقول لك أيامي رقصة هيمة أنا وياك نعيشو حاجة هانية في هاد الدنيا الفانية حاجة ما هي دايما كل ما نشوفك تجيني هيلة نحب نقول لك أيامي رقصة هيمة أنا وياك نعيشو حاجة هانية في هاد الدنيا الفانية حاجة ما هي دايما وما تقوليش انساني وانا ماني براني رمك انتي لي كواني وانا فيه نهوم تمنيت تكوني حلالي يا شايف فيك حلال لا بيك انتي راني مغبون وما تقوليش انساني وانا ماني براني رمك انتي لي كواني وانا فيه نهوم تمنيت تكوني حلالي يا شايف فيك حلامي لا بيك انتي راني مغبون شفي عديالي دمعت عيالي ديما سهر ليالي وانتي في بالي يا الزين الغالي عمري ما انسى وما تقوليش انساني وانا ماني براني غرامك انتي لي كواني ولا فين هو تمنيت تكوني حلالي يا شايف فيك حلالي لا بيك انتي راني مغبون وما تقوليش انساني وانا ماني براني غرامك انتي لي كواني وانا فين هو يا شايف فيك حلامي لا بيك انتي راني مغبون وانا ماني براني كل ما نشوفك تجيني هيلا رمك انتي لي كواني رمك انتي لي كواني وانا فين هو وانا ماني براني منك تكوني حلالي وانا ماني براني Sur le plateau de Brise d'été installé ici au Tipaza Village, Yazid, Heila la chanson, hein? Oui, très il a bien dansé. Très rythmé, très entraînante. De la grande poésie. Très entraînante, justement, Yazid a dansé sur les rythmes. Oui, il a dansé, il a bien dansé sur les rythmes de cette belle chanson de Mohpako. Mohpako et Mohpako. Une incitation au voyage, Yazid, et oui, aujourd'hui tu vas... au voyage, une incitation au à mariage. La découverte. Oui. Il parle de mariage aussi. Au mariage. Il parle de mariage. Les mazelles. C'est ça, exactement. Voilà. Yazid, aujourd'hui,
Tu as prévu de nous faire voyager aussi. On va partir jusqu'à Chelchel. Oui, absolument. La dernière fois, j'en ai parlé. J'ai fait un peu un focus sur l'aqueduc de Cherchel. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a envoyé un contenu sur Facebook. C'est un ancien rédacteur en chef du journal en anglais. C'est Karim Bouzid. Et j'ai trouvé magnifique. Vraiment, c'était génial de faire un peu la promotion de ce site qui est oublié dans les circuits touristiques. Et là, il revient. Et je pense, sans plus tarder, nous allons juste voir ça, parce que plus important, la dernière fois, on en a parlé, mais là, j'ai vu que ce qu'a fait notre collègue Karim Bouzid est vraiment magnifique. Un extrait Oui, vraiment, c'est ce qu'il a... Et puis commenter en anglais, c'est vraiment magnifique, et c'est une invitation pour visiter et revisiter l'aqueduc de Cherchel. Allez, aqueduc de Cherchel en images, c'est tout de suite. Voilà, aqueduc. Notre ami Karim Bouzid, ancien rédacteur en chef Ouais. et présentateur du journal télévisé en anglais. Et vraiment, ce qu'il rappelle un peu, c'est le génie de cette ingénierie romaine qui ont monté en fait cet aqueduc qui est de l'ordre de 100 mètres de longueur, 40 à 50 mètres de largeur et 35 mètres. Et puis, comment ils ont fait déjà, parce que la région et un peu le relief est très escarpé, donc Oui. comment ils ont pu également, comment ils ont réussi, donc cette ingénierie, comment elle a réussi de s'adapter à ce relief, d'utiliser les matériaux de construction locaux, et puis comment ils ont fait pour acheminer l'eau. Mais le Chenois, la montagne des Menacers, Et alimenter toute la région. toute la région, c'est vraiment Et quelque puis chose c'est une œuvre d'extraordinaire. d'art, c'est une véritable œuvre d'art. Absolument, absolument. Il rappelle aussi que c'était le 2e siècle après Jésus-Christ et c'était sous le règne de Juba II. Donc rappelons que pendant le règne de Juba II, beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup d'ouvrages, puisque c'était un homme de lettres, un homme de sciences et de savoir. Exactement. Alors, Juba II, donc la Césarée, donc L'antique nuit- Césarée. Voilà, la nuit midi. Voilà. Voilà, Très belle. L'antique Césarée, il a construit donc sa capitale, il lui a donné le nom de Césarée en hommage à César, n'est-ce pas, Yezid? Oui, oui. Parce que il était de culture romaine, il a été élevé par les Romains, il a eu, donc c'était un roi numide, oui Samira?
Oui, il a été, on va dire, adopté après la défaite de son père. De son il a père, été d'abord bien ramené sûr. comme C'était le prince. captif à Rome. Exact. Et ensuite, il a été nommé... Mais ce qui est important de Mais dire, il c'est a que rendu hommage à César. Même Oui. sous l'emprise romaine, c'est les Algériens, les autochtones de l'époque, qui ont tout construit. Absolument. Même si on les oublie, mais généralement, c'est les autochtones, Qui les ont tout Numides, construit. qui ont tout construit et Da- qui ont participé et qui ont contribué de hauteur du Chênois, de hauteur de Menasser, à acheminer l'eau jusqu'à la ville de Chechel. Exactement. Ce que je voulais ajouter, c'est que à chaque fois qu'on visite Chechel, on va dire que, à défaut, ruines romaines. Or, ce ne sont pas des ruines romaines qui se trouvent là-bas, ce sont des ruines numides, Absolument. des ruines berbères, Absolument. construites bien sûr. Parce que ce n'est pas un Romain qui vient de Rome Oui. qui va connaître le relief, et qui Absolument. peut adapter toute la structure au relief. Et puis c'est monumental, c'est 100 mètres, c'est de longueur, c'est 4 à 5 mètres de largeur. Ouais. C'est vraiment c'est quelque chose de monumental. Ça reste magistral ce qu'ils ont fait. C'est Exactement. vraiment. On n'a pas. Il y a d'autres aqueducs, mais l'aqueduc de Chechel est simplement vraiment Comme tu magnifique. dis, Yazid, Voilà. ça témoigne de l'ingénierie de Et il est nos probablement aïeux, justement. le plus ancien. Et probablement le plus Voilà. ancien d'Algérie. Simplement, la dernière fois, je le rappelle aussi, que les guides touristiques gagneraient à l'inscrire et à l'intégrer dans le programme des circuits touristiques à visiter. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, tu as prévu également... J'ai prévu également de rendre hommage à une icône du combat libérateur, du combat contre la colonisation, contre le colonialisme, contre l'asservissement de l'homme. Il s'agit de Frantz Fanon. Et on célèbre cette année, Le le 20 centenaire juillet de Frantz dernier, Fanon. nous avons célébré donc le 20 juillet dernier le centenaire, oui. de la naissance de Frantz Fanon, rappelons-le, qui est un grand psychiatre. Il est né en Port-de-France, donc et dans les Antilles. Et il a commencé donc à faire ses études. Il est issu d'une famille assez aisée et c'est pour ça qu'il a pu faire des études en France pour devenir par la suite psychiatre. Et puis il a commencé à faire sa première thèse qui a été refusée. C'est sa thèse de fin d'études donc a été refusée et il a fait en la Première Guerre mondiale, donc il a participé à la Deuxième Guerre mondiale parce que il était convaincu de la nécessité de combattre le nazisme. Simplement par la suite, il a vu qu'il y a eu quand même au sein des rangs de l'armée, Une ségrégation, une discrimination. il y a une forme de racisme, une forme de ségrégation raciale. Et par la suite, il est venu en Algérie, donc à Oran et à Bougie, Oui. à Béjaïa. Et là, il a compris qu'il y a aussi un peuple qui se rebelle, un peuple qui a entamé sa révolution contre la colonisation française, et c'était le 1er novembre 1954. Et par la suite, il a intégré aussi donc l'hôpital psychiatrique de Blida, donc, oui. Joinville, et c'est là qu'il a commencé déjà à comprendre que déjà les Algériens qui étaient malades, qui étaient dans l'asile donc de psychiatrique, ils étaient maltraités, et les méthodes de l'époque c'était des méthodes d'aliénation, c'était des méthodes c'est pratiquement la même chose que le colonialisme qui fait l'asservissement contre le peuple algérien. C'était en même temps ce double regard par rapport à l'aliénation sur les malades donc, qui sont dans l'hôpital psychiatrique de Blida et les Algériens qui étaient pratiquement aliénés par la colonisation française. Et rappelons également qu'il a laissé beaucoup de livres, dont Les Damnés de la Terre, Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc est devenu un chef-d'œuvre et il était enseigné dans les grandes universités, ils sont traduits dans plusieurs langues. Oui, il est à une travers le pièce monde. maîtresse dans ce qu'on appelle les études post-coloniales. Et puis il y a aussi les Damnés de la Terre, qui est un cri contre la colonisation, contre l'asservissement, contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Et puis il y a l'année 5 de la révolution algérienne. Et puis j'ai ramené ce livre qui était édité chez Dar Hibr, qui est enfin les œuvres complètes de Frantz Fanon. Et il y a aussi j'ai oublié de citer
pour la révolution algérienne, qui est aussi un travail remarquable de Frantz Fanon, puisqu'il était aussi journaliste, il a participé par sa plume dans le journal El Moudjahid dès qu'il a rejoint, rappelons-le, qu'il a rejoint le FLN en Tunisie, et c'est là où il a continué à écrire en tant que journaliste pour le journal El Moudjahid. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il a écrit un texte. Je voulais juste prendre un petit extrait oui. de ce texte que j'ai trouvé vraiment le texte. Pour vous lire juste un petit passage de ce texte. Et c'est Peut-être, moi, je voulais rajouter une précision. Oui. C'est Oui. que entre-temps, je cherche exact, c'est Oui, ça. Samira. C'est qu'à l'époque où il est arrivé à Blida, le plus qu'il a fait pour les Algériens, c'est de créer une aile spécialement, ce qu'ils appelaient l'aile arabe. Et il s'est occupé aussi du traumatisme de la colonisation. Il a intégré le foot, il a intégré les fêtes populaires, il les a intégrés comme des acteurs et non pas des balades. Il a même intégré des chants populaires avec notamment Abdelrahman Aziz qui s'est trouvé aussi dans l'hôpital, qui était aussi un membre actif, rappelons-le, de l'équipe artistique du FLN. Et il était aussi, il a participé en quelque sorte à faire de l'hôpital un espace de vie et non pas un espace d'aliénation, un espace où il participe, il contribue à régler ces traumatismes qui sont vraiment des traumatismes de guerre, des traumatismes de colonialisme. Oui. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans l'hôpital psychiatrique de Blida. Donc je rappelle que le titre c'est « L'Algérie, territoire guide ». La guerre d'Algérie occupe une place de choix dans le processus de démolition de l'impérialisme. Depuis 4 ans, le colonialisme français, l'un des plus obstinés de cette après-guerre, s'accroche par tous les moyens à sa tête de pan en Afrique. Tous les arguments militaires et politiques ont été utilisés pour justifier la répression et la présence française en Algérie. Les dimensions de cette guerre atroce ont étonné et bouleversé l'opinion internationale. Le colonialisme français a mobilisé toutes ses forces. Et il rappelle également que le colonialisme français en Algérie a considérablement enrichi l'histoire des méthodes barbares utilisées par le colonialisme international. Pour la première fois, on assiste à la mobilisation de plusieurs classes, à l'envoi des contingents, à la diminution des forces de défense nationale au bénéfice d'une guerre de reconquête coloniale. Rappelons également que ce qu'il faut en fait retenir de l'œuvre monumentale de Frantz Fanon, c'est qu'il nous donne les clés pour comprendre déjà le fonctionnement du colonialisme et puis pour comprendre la portée libératrice de la guerre de libération nationale. Et comment par la suite la guerre de libération nationale est devenue un symbole pour toute l'Afrique, pour la libération de toute l'Afrique. Des peuples d'Afrique. Et rappelons enfin que cette année, le ministère de la Poste donc il y a eu une émission d'un timbre en honneur à Frantz Fanon, Allah yarhamou, qui est décédé donc suite à une leucémie aux États-Unis. Donc il était aux États-Unis et par la suite il a été enterré dans le cimetière. Il voulait être enterré en Algérie. Il a été enterré au cimetière de Ain el-Karma dans la wilaya de Tarf. Allah yarham shuhada. Voilà. Merci Yazid. Et gloire aux martyrs. Et gloire à nos martyrs. Voilà. Allez, Samira Hadjamar, Oui, c'est tu as moi. prévu de rendre hommage à une autre personnalité aujourd'hui. À une très belle personnalité, une grande personnalité, à un collègue. Oui. Ça reste un collègue, il restera éternellement un collègue. Hamid Kched, Oui. reporter, journaliste à la chaîne 3. Il était très connu par alors l'émission, tout le monde la connaît. D'abord Réverbère. Oui. Et ensuite, il y a eu Gal ou Gal Gal ou Gal. Il y a eu pendant plus de 20 ans. Pendant très longtemps. Il a fait des allers-retours à la chaîne 3. Ouais. On le connaissait, il était toujours avec son Blue Changa, il était là, Son avec kéfi, son couffin, chèche, son kiffé palestinien et son... ses pâtes au gaz. Vraiment, absolument. Voilà, il avait des chaussures très solides. Pourquoi ? Parce qu'il a sillonné le pays. Ouais. Hamid Kched nous a emmenés, nous a fait voyager
tous les auditeurs, tous ceux qui, les mélomanes en fait, à travers l'Algérie profonde, il a enregistré du son. Alors, il l'a fait avec Saleh Al-Arab. Saleh Al-Arab, nous la connaissons, elle est dans l'événementiel, mais c'est avant tout, à l'époque, une journaliste. Elle est passée par le journal Khabal, et ensuite, tous les deux ont travaillé pour la chaîne 1. Donc, la chaîne, la radio qui émet en langue nationale, en langue arabe. En langue Voilà, arabe. c'est ça. Donc, ils ont fait donc une émission qui... alors, une émission où il y avait une diffusion d'une série de reportages où Hamid Keshed et Saleh Al-Arab allaient dans, on va dire, tous les petits villages, toutes les zones comme ça qui sont loin des grandes villes. Oui. Peut-être là où la musique reste encore authentique, pure, traditionnelle. Et ils ont enregistré ces sons avec des musiciens qui n'étaient pas forcément connus ou pas du tout connus. Ah oui, il faisait Mettez en immersion dans les fêtes populaires, dans les fêtes de mariage. ça. Il était là à pratiquement nous présenter. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est des matériaux pour comprendre le patrimoine culturel oral algérien. Il a travaillé, d'ailleurs, la dernière fois, Samira, on a parlé de la culture hassania. Je pense que c'est le premier, en fait, qui nous a éclairé, qui nous a ramené du son de cette musique hassania, de ce qui est les enregistrements, les rythmes, etc. Le rythme chelali. Donc il a fait un travail vraiment monumental. Et rappelons-le qu'il était aussi quelqu'un de très très attaché à la musique chabi aussi. Chabi, oui, bien sûr. Il nous a fait découvrir donc plusieurs genres musicaux, la musique algérienne. J'ai envie de dire la musique algérienne, patrimoine qui musical souvent algérien. est influencée selon la zone géographique. Si on est dans l'extrême sud-ouest, par exemple la Mauritanie, si on est à l'extrême sud-est, ça peut être influencé par les pays qui sont limitrophes, du côté de la Tunisie. Oui, voilà. La musique diwan, al-hadra, etc. Bien sûr, il a fait énormément. Il aimait bien ça. Et puis il était intégré là où beaucoup ne l'étaient pas, parce que ça restait de la musique qui était réalisée dans des qadets, dans des soirées privées. C'est pas forcément des mariages. Oui, il y a des processions. Des processions. Musiques, des rencontres musicales. Et puis dans les années 90, il fait cette émission avec Saleh Al-Arab, donc qui s'appelle Besh Doum Saha ou Meimouch L'Qsid, en français, que la joie demeure et que le chant ne meurt pas. C'est pareil, c'est de la musique. En fait, il aimait beaucoup la musique. Il en a même fait plus tard avec Safia Ouared, qui est une journaliste et une collègue et une amie que nous saluons. On les salue tous. Hein. Sur la salsa, la musique salsa par exemple, ils ont fait aussi en général de la musique. Mais Hamid Keshed, on lui doit aussi un excellent travail sur, on va dire, sur tous ces témoignages des victimes des années 90 dans des lieux avec les patriotes, parce qu'il sortait avec les patriotes. Il est allé chez ces gens qui habitaient dans les villages, qui ont subi la terreur. Il a fait les interviews à Haouch Gro, par exemple, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Absolument. À cette époque. Exactement. Oui. Et l'élan patriotique, bien sûr, pour la sauvegarde de l'unité nationale et de l'Algérie. Lui, il y est allé, il est courageux. C'est un homme qui est connu pour ça. Il était juste, Hamid Keshed, il était généreux, il aimait partager. Et puis, il était courageux. Voilà. Ouais. Et je pense que même pour la télévision algérienne, il a réalisé en fait une émission sur le Hajj Mohamed Al-Anqaï sur le Chabi. Il l'a interviewé, C'était déjà en 1995 qu'il a réalisé ce travail pour Canal Algérie, donc juste à la naissance de la première télévision, donc Canal Algérie, après en 1995. Donc c'était après cet avènement de la deuxième chaîne de télévision en Algérie, donc Canal La deuxième chaîne dédiée à la communauté algérienne établie à l'étranger. À l'étranger. Voilà. Hamid Keshed est décédé à l'âge de 53 ans. Il est décédé en 2008 et énormément de personnes lui ont rendu hommage, et notamment ses anciens complices à la radio. Je vais citer Mohamed Al-Lalou, Krimo Djilali, Abdelkrim Djilali, qui a été notre confrère aussi à la chaîne 3, Allah yarhamou. Il y a eu aussi Alalou, je l'ai dit. Et puis d'autres, Aziz Mati. Il était confrère à Canal Algérie. À Canal Algérie, Abdelkrim Djilali, vous avez dit que c'était notre confrère à la chaîne 3. Abdelkrim Djilali. Non, Alalou, Mohamed Alalou, Aziz Mati.
aussi à la chaîne 3. Et puis Ahmed Ansar, il y a eu énormément d'hommages qui ont été rendus. Ils l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Et puis ils ont énormément écrit pour raconter des moments, des anecdotes avec lui, comment ils l'ont connu. C'est disponible sur Internet. Et surtout, ils l'ont décrit tel qu'il était, lui, la personne, et comment il a toujours fait en sorte de mettre de la lumière sur le patrimoine principalement musical algérien, mais pas que, puisqu'il allait dans des régions et puis il décrivait ces régions, il décrivait ses habitants, il décrivait les Algériens et leur passion pour la musique. Il a fait un travail remarquable. Pardon ? Un travail remarquable. Un travail précurseur, pionnier. Il n'y a qu'au Centre national de recherche préhistorique qu'on fait ce travail. D'ailleurs, à l'année de l'Algérie en France, en 2003, il a fait un travail dans le même sens, donc toujours avec sa complice qui était là, toujours à l'aider et à lui fournir plus d'assistance, etc. La complice, c'était qui? Salih Al-Arab? Absolument. Avec qui il a fait un livre? Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu cet ouvrage, et puis il y a eu un travail de film documentaire qu'il avait entamé, je pense que c'était avec Safia Ouared, sur Mustafa Saadoun. Mustafa Saadoun est un résistant de la région de Chilchel, exactement. On a un extrait, Samira? Oui, alors l'extrait qu'on a, il est sonore et il est exceptionnel parce que c'est l'une des rares interventions. Samira, alors, il est exceptionnel parce que c'est l'une des rares interview de Amr Zahi. Et c'est Hamid Kchet qui a réussi. Je pense qu'il a dû jouer des coudes pour pouvoir l'avoir parce qu'Amr Zahi, c'est connu. Il ne parle pas. C'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup dans les médias. Oui, je pense qu'il a réussi parce que il était dans cette Qaada Sha'bi à Qli'a, donc c'était en 1987. Absolument, dans le patio, etc. Ouais. Et puis il s'est rapproché de Amr Zahi, lui a posé des questions. Et puis il y a eu il était entouré aussi de tout l'orchestre de Amr Zahi. Il est prêt l'extrait. Alors on peut écouter parce que ça raconte le moment. والجسم في ناصرة نشبه الخيالي الحب قهرني رجعت ساس للذوق حوس ولا جبرت شي حكيم فتالي جميع من هو عشيق يصغالي بالشوق جميع من هو عشيق يصغالي بالشوق نشوان بالهوا خير من خمر الدوالي سهل لي بالوصول Khlia, c'est la première fois que vous venez chanter ici. Vous avez déjà travaillé à Khlia. Et donc vous connaissez le public de Khlia certainement. C'est des gens qui connaissent le Sha'bi. Justement, il y a son cadre là sur votre tête. Là, c'était le Hajj Bouzid Si Ahmed qui demandait à Amr Zahi des قصايد de Godh. En tous les cas, عمي أحمد دوك بالخف نخليو عمر الزاهي يخدم دقيقة جوج كلمات مع عمر الزاهي ونخليوه يخدم هكذا. Alors vous me parliez donc de Hajj Mohamed Bouarahla. Je voulais, c'est vrai que j'avais oublié de vous demander de me présenter vos musiciens. Il y a d'abord Habib Mohamed Tayer. عمي محمد طاير كريوان عبد الرحمن محمد عبد النور bonjour الهادي عبد النور à la guitare et puis Tarrar c'est son frère. لا il lui ressemble beaucoup. عبد الغني رزقي عبد الغني. Alors, Amr Zahi, pourquoi vous avez choisi ces musiciens parmi tous les musiciens qui veulent travailler avec vous? الله يبارك لي musiciens كاع لاباس بهم وهذو لاقوا بيا يعني ما عنديش فرق بصح الله يبارك لاقوا بيا هاد المشاغر الله يبارك. En tout cas, vous savez que Amr Zahi n'aime pas trop parler. Je voulais vous poser une dernière question. Amr Zahi, il y a beaucoup de jeunes qui vous imitent, même ici à Khlia, qui vous imitent à la perfection.
Quand on les écoute, c'est presque vous. Je dis c'est presque vous. Comment vous trouvez ça, vous, face à cette situation-là? انا عارف كيف نقول لك انا Ça ne vous gêne pas, ça ne vous dérange pas? بيرسونيلمون سا مي ديرانج با كونترير راني فرحان بزاف بزاف. D'accord. بعد الحدنا اللي شطح ça se passait sur un tout petit espace de moins de 2 mètres carrés. Il y avait beaucoup de jeunes qui dansaient. Donc... De retour sur notre plateau, Samira. J'aime Moi beaucoup la aussi. voix de Hamid Kched, ça me rappelle de très bons souvenirs. À la radio, Allah oui. yarhamou. Et peut-être rappeler juste cette information que le ministère de la Culture a décidé de nommer donc le Menzah, qui est donc la maison à la Casbah, Oui. de la dédier à Amr Zahi. Magnifique. Voilà. Oui, c'est une très bonne chose. Oui, puisque C'est une même le jardin Prague, il y a carrément un buste de Amr Zahi Oui. Oui. qui orne en fait le jardin Prague. Près de la Ramplonie. Maringo. Voilà, c'est Donc ça. c'est vraiment, moi j'ai été, et j'ai beaucoup aimé cet extrait où Amr Zahi s'exprime et comme vous voyez comment il s'efface, il dit voilà, on doit présenter aussi L'orchestre. l'orchestre, Les avec, musiciens. Exactement. avec Tailleur, avec Abdel Nour, avec tout l'orchestre qui a été avec lui. Il rappelle aussi, il était plus branché sur le public puisqu'il a dit que j'ai deux textes de Jid. Le Jid, c'est le Nabawi, c'est le Madih. Oui. Donc il a rappelé qu'il avait aussi un programme, il a vu le public en face qui l'attendait, etc. Donc il y avait quand même il est humble en fait, Amr Zahi. On n'arrête pas de le dire, sa simplicité, sa modestie, Ouais. et il a donné tout pour C'est le ce qui était public. touchant aussi. Absolument, absolument. Humainement, il était très modeste, très. Et puis le mérite revient à Hamid Kched qui a pu. Parce qu'il est avoir- humble aussi, Hamid Kched. Absolument, Il est absolument. humble. Et- Peut-être rappeler aussi que le Badji l'appelait Abdelhamid, pour te Oui. dire. Donc il a connu tous les grands maîtres et surtout il a connu comme Reda Domaz, Meskoud. Ils n'étaient pas encore très connus. Ils sont passés chez Hamid Kched. Donc il a été, on va dire, cette porte ouverte vers des étoiles pour beaucoup d'artistes. Exactement. Allah yarhamhum pour Amr Zahi et Amin, Hamid Inch'Allah, Kched. Voilà. amin. Voilà, C'est, merci beaucoup. les hommages, on se rappelle d'eux, on les oublie pas. On les oublie pas exactement et son œuvre a fait de lui, que ce soit Amr Zahi ou Hamid Kched, auquel Ils ont ouvert Vous des avez- vocations. exactement, auquel vous avez tout tenu à rendre hommage aujourd'hui. Bah, c'est ce. Hamid Kched nous a donné envie de faire de la radio. Exactement. On en a fait. Oui, oui. Là, pour ma part. Et à la Tu es toi aussi une enfant de la radio, Samira. J'y ai Tu travaillé l'as à été. plusieurs reprises, mais ce sont ces personnes qui nous ont donné envie de faire Ouais. bah, Oui, ce la métier. radio, c'est Et la une télévision école. aussi. Et puis, C'est une école. la radio, oui, avec. On a une expérience à la radio parce que moi aussi, j'ai fait mon stage de journaliste donc à la radio, fin d'études. Donc, j'étais à la chaîne 3 quand elle était à la rue Zabana. Et là, j'étais aussi formé par Zine Abidine Ben Badis, Boukercha Allah yarhamou. Il y a beaucoup aussi qui nous ont formés. Et j'oublie pas aussi une personne, c'est Samir Ben Cherifa, est une grande, c'est une voix, pratiquement une voix. Il nous a appris à Canal Algérie aussi comment parler en fait. Comment, Les rudiments de la diction. oui, les rudiments d'addiction avec ces exercices de crayon, etc. Pour épeler en fait d'une manière très très correcte Correcte, les la plus correcte prononciations, la possible. prononciation, la Oui. déclamation, La rhétorique. l'intonation, la rhétorique. Voilà, c'est le grand Samir Ben Cherifa. Et voilà, c'est dit. À notre tour, Samira, peut-être de rendre hommage à Yazid Aït Mahiddin aujourd'hui. Bah, à mon chef, Notre Yazid formateur. Mahiddin, qui est mon rédacteur en chef, à Oui. Amel Almi, bien sûr, à Marie Ah oui. Makek et à tous nos collègues qui font que on arrive à travailler dans les meilleures conditions. Exactement. Les Yazid qui techniciens. nous a formés aussi à Canal Bien Algérie. On est Oui, tous été formés par Yazid. Hein. Voilà. absolument. On te rend hommage aujourd'hui, Ouais, Yazid. c'était mon travail. Il fallait faire marcher la machine, enfin, pour faire des contenus intéressants, pour Ouais, c'est vrai. accrocher le public. C'est ça, en fait, le principe de former.
Et c'est ça, en fait, se donner aux téléspectateurs un programme vraiment attractif, un programme voilà. Intéressant. Et parmi les personnes qui m'ont marqué durant ma carrière journalistique, c'est Mustapha Addan. Oui. Mustapha Addan, qui est un grand artiste plasticien, Moudjahid. Il était également membre fondateur de l'Union nationale des arts plastiques algériens, l'UNAC. dans l'UNAP à l'époque. Après, c'est devenu l'UNAC, mais c'est l'UNAP, et qui était dans la galerie Racine, était en fait le lieu de rencontre de tous ces artistes. Et voilà, c'était mon premier reportage avec une première interview. Il nous a parlé de ce principe de création, notamment la céramique, comment il s'est inspiré de travail des orfèvriers de Beniani. Oui. Il a exploité ce savoir-faire pour nous donner des œuvres monumentales de céramique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres en Algérie, notamment à l'aéroport d'Alger, il y a eu des fresques de Mustapha Addan, tous les établissements publics, les banques, les établissements financiers, il y a toujours des œuvres de Mustapha Addan. Et récemment, la galerie Medina Mood, donc à Hedra, accueille donc une exposition. Il accueille une exposition de Mustapha Addan. Où l'on peut apprécier donc ses œuvres. Absolument, voilà. On va le voir en image? Oui, on va voir en image. C'était notre consoeur Feriel Chir qui a réalisé donc le reportage. Ah, Feriel Chir qu'on salue. Voilà, donc voilà, nous allons voir ce qu'il a laissé. Donc tout le travail sur la Kasbah, le travail également sur la femme. Oui. Et puis, de l'abstrait au semi-figuratif, et puis à ces belles céramiques de Mustapha Addan. Allez, on regarde? Tout de On suite. regarde, et voilà, et puis à on la prochaine. apprécie. Inch'Allah. Merci beaucoup Yazid et Samira. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est un événement. Je suis moi-même heureux de voir cette foule-là en train de rire, de voir les tableaux. Et disons, c'est la première fois que je vois une galerie aussi vivante. Je ressens l'admiration pour le peuple lui-même qui est venu ici rendre visite. D'abord, parce que, vous savez, être artiste, c'est également souffrir pour le travail. La première des choses qui frappe les gens, c'est les émaux sur cuivre. Les émaux sur cuivre, actuellement, sont, c'est pas exactement la majorité. Il y a des peintres, il y a des peintures, il y a également une autre technique qu'on appelle la céramique, les dalles, vous avez vu, c'est des fresques en dalles. Et des fois, elles sont immenses, comme à la PN par exemple. Je souhaiterais que ces galeries, beaucoup de galeries, soient l'art en général, rejoint la culture parce qu'il la ravive. C'est là le gros problème. L'inspiration vient du fait que vous tournez par exemple dans votre pays, vous dessinez vous êtes quelqu'un qui est prédestiné à l'art en général, non? Oui, il faut savoir dessiner aussi. Donc, quand vous êtes devant un parterre de plantes ou quelque chose de comme ça, même par des animaux qui passent, le Sahara est sublime à dessiner tout ça. C'est apprendre à dessiner
Et l'interprétation de ce dessin se remet justement à ce que vous voyez. Moi, ce qui m'a épaté, là, dans cette galerie-là, c'est que vous avez, quand même, qui est, disons, renommé, hein. D'accord. Mais on a aussi des gens qui ne sont pas renommés. C'est cet avantage-là qui est prévu. On se dit, on n'est pas comme si on était quelqu'un de particulier. Non, le peintre vit au milieu d'un pays. Notre invitée pour cette dernière partie d'émission, Madame Boungab Hafida, marhaba bek. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah, vous êtes donc directrice de l'école Récréation Artistique. Effectivement, je suis la fondatrice et la directrice et professeure de peinture au niveau de l'école Récréation Artistique. Alors, l'école existe depuis longtemps? Depuis 2021. Depuis Oui. 2021, les débuts étaient un peu difficiles parce que c'était en pleine période de Covid. De confinement. Et voilà, et après, petit à petit, on s'est agrandi pour accueillir plus de monde et plus d'artistes. Alors, combien d'adhérents, j'allais dire? On ne peut pas définir le nombre d'élèves parce Élèves. qu'on a... Voilà, je cherchais le mot. On ne peut pas vraiment définir le nombre d'élèves parce Oui. que nous avons des élèves qui viennent quotidiennement, Oui. donc c'est des adhérents, d'autres qui viennent de temps en temps, Oui. donc ils font des ateliers éphémères. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes professeur de dessin, Je suis professeure de peinture, oui, de peinture. effectivement. Ça fait de nombreuses années que vous travaillez avec les enfants? Ça fait quand même 7 ans. 7 ans que j'ai commencé à donner cours. Il faut savoir que je suis biochimiste, immunologue de formation. Et c'était une grande transition pour moi de la science à l'art. Reconversion professionnelle exceptionnelle. Effectivement. Donc c'était vraiment un détour Ouais, ouais. inattendu pour moi. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux que de vivre de sa passion. Absolument. C'est un métier de passion, effectivement. Oui, de passion et de passionné. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et puis de patience aussi avec les enfants. Beaucoup de hein. patience. Beaucoup de patience. Parce que je pense qu'on doit rentrer dans la tête des artistes et comprendre ce qu'ils veulent transmettre et essayer de les accompagner pour réaliser les œuvres comme ils les C'est-à-dire voient, les accompagner sans pour autant les influencer. sans pour autant les influencer et surtout sans pour autant les faire entrer dans un cadre. Oui. Le but, c'est justement d'accompagner, d'être à l'écoute et d'essayer de transmettre juste les techniques pour une meilleure, pour que l'œuvre soit comme ils la veulent, voilà. Alors tout le monde peut dessiner? Tout le monde peut dessiner, oui. Justement, c'est la question qui revient à chaque fois. Je pense il y a ceux qui pensent que le dessin, c'est juste pour les passionnés. Moi, je dis non, parce qu'on a des élèves qui ont commencé à base de rien, à base de parce que vous savez que notre main a ce qu'on appelle une mémoire musculaire, donc ça va se rappeler de tout ce qu'on fait étant jeune, les gribouillages et tout, la main se rappelle de tout. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui viennent, qui me disent « moi, j'ai pas dessiné depuis longtemps ». Je leur dis « ce n'est pas grave, parce que justement, votre main va se rappeler. Commencez, Faut c'est s'y justement mettre. avoir le déclic de Ouais. commencer pour que ça vienne avec l'exercice. Voilà. C'était quoi le déclic pour vous? Le déclic, j'ai commencé à la crèche. Donc, À c'était dessiner? à dessiner, oui. Donc ça a toujours été une évidence pour moi, le monde Et à dessiner artistique. comme une grande, Je j'imagine.
Avec plus de talent que les autres, J'ai peut-être. commencé avec le cubisme, donc oui, oui. Oui. Oui, j'ai commencé avec le cubisme, avec les visages. Et C'est pas évident pour une enfant si jeune. c'est vrai, je me rappelle ma première toile, elle faisait 1 mètre sur 80 cm. C'était énorme. كبيرة Pour une... عليك. Non, c'était énorme pour une enfant Oui. j'avais 6-7 ans. Ouais. Voilà. Alors, vous avez... Il y a eu une exposition, n'est-ce pas? Donc, le 5 juillet dernier, à la galerie Guessouma Hidra, où les enfants ont pu exposer donc, leurs œuvres, leurs petites œuvres. C'est ça. En fait, c'était un grand aboutissement de ce qu'on vit au sein de récréation artistique. Donc, c'était l'aboutissement de... Parce que pendant des mois, les élèves vont découvrir, les élèves vont venir justement tester. Et au bout d'une année de travail, ils vont exposer au public tout ce qu'ils ont fait tout au long de leur l'année. cursus. Voilà, de l'année. Enfin, de l'année plutôt. De oui. l'année artistique. Mhm. C'était une exposition transgénérationnelle. J'aime bien l'appellation, l'année artistique. Oui, oui. Oui. Donc c'était une exposition transgénérationnelle. Oui. On y trouve plusieurs œuvres d'enfants de 5 ans et à côté des tableaux d'enfants, des tableaux d'adolescents, des tableaux d'adultes. Donc on y trouve plusieurs œuvres avec une diversité, une grande diversité. Mhm. On y trouve également des œuvres très travaillées, d'autres moins travaillées, d'autres avec beaucoup de maîtrise et d'autres qui sont très spontanées. Donc cette diversité justement, on y trouve aussi des parents qui ont exposé avec leurs enfants. Ah, Justement cette diversité va apporter une touche très riche à l'exposition qu'on a fait nommée 1001 empreintes. Donc ils ont littéralement laissé leur empreinte ce jour-là, exactement. le 5 juillet dernier. Voilà. Oui, au niveau de la galerie Guessouma Hidra. Au niveau de la galerie Guessoum qui a accueilli plus de 100 exposants. Mhm. On avait pris pratiquement 1 à 2 tableaux par exposant. Et c'était notre façon à nous de fêter. C'était le jour de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Mhm. Et qui dit indépendance dit également liberté d'expression. Oui. Et c'était justement notre façon de fêter la fête de l'indépendance artistiquement. Artistiquement. Voilà. Allez, comment on peut s'inscrire c'est-à-dire l'école? Est-ce qu'on peut le faire sur Internet? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? On peut annoncer peut-être la page. Nous sommes présents sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et justement, tout au long de la saison estivale, nous avons organisé un summer camp, un summer art, où on propose plusieurs activités dans la peinture, la Des poterie. ateliers? C'est des ateliers, effectivement, dans la peinture, la poterie, le dessin académique, l'art du portrait, pour ceux qui aiment capturer les visages, le dessin académique, la décoration de céramique, les ateliers de bijoux. Et plein d'autres activités. Pour s'inscrire, il suffit de réserver sa séance pour pouvoir participer à l'une de nos activités. De ces activités. C'est ça. Est-ce qu'on peut s'inscrire à l'année aussi? À l'année, ça sera à partir du mois de septembre, où justement ça va être beaucoup plus dans tout ce qui est académique. Donc ça sera une année académique et artistique et ça va être beaucoup plus dans l'apprentissage. Voilà. À quel âge peut-on intégrer l'école? On commence dès l'âge de 4 ans. 4 ans? Oui, Si 4 jeune ans. que ça? Et on a des élèves qui ont commencé à l'âge de 3 ans. Et là, ils étaient avec nous ils sont avec nous depuis, je dirais, 3-4 ans. Ils ont Voilà. déjà exposé? Oui, 2 fois. 2 fois? Donc, la première Franchement. édition de notre exposition, c'était 1001 créations. Oui. Et la deuxième, c'est 1001 empreintes. Voilà. Franchement, bravo. Hein. Merci à vous. Ça se passe bien. Très bien, oui. Est-ce que la mer vous inspire? Beaucoup,
Beaucoup. Il faut savoir que j'ai des tableaux où je me suis inspirée de la mer, de Mille et une nuits, de la baie Plusieurs d'Alger. sites. De la baie d'Alger, où j'avais créé un tableau où il y avait la nuit étoilée de Vincent Van Gogh et la baie d'Alger. Donc c'était un mélange entre deux arts différents pour donner vie à une très belle œuvre d'art que j'avais peint. Avez-vous déjà peint Tipaza? Tipaza, non, mais La beauté des lieux, elle est envoûtante. Elle vous invite à le faire, peut-être. justement, ça nous invite vraiment à peindre cette merveille. C'est vraiment une perle. Ouais. Oui, oui, c'est magnifique. Tipaza, avec donc nous nous trouvons au sein de village Tipaza Village, donc ex-7, un véritable joyau architectural conçu dans les années 70 par Fernand Pouillant. Donc véritable chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Ça, c'est très inspirant en tout cas pour Oui. les artistes. Ça serait bien de ramener les enfants peut-être ici sur cette plage et Oui, faire de leur permettre de peindre les lieux peut-être. oui, il nous suffira de ramener des chevalets, de la peinture et le tour est joué. Oui. Alors vous avez un programme spécialement conçu pour les enfants autistes, une thérapie, de l'art-thérapie. Oui, en fait, on accueille les enfants et adultes autistes et porteurs de particularités au sein de notre école et on les accompagne avec beaucoup de douceur, de bienveillance pour ne pas les faire rentrer dans un cadre précis. On essaye justement de leur donner la chance de s'exprimer, on leur donne la chance de s'intégrer et beaucoup plus c'est pour leur donner c'est pour l'insertion sociale de ces enfants. Effectivement, c'est très important. Quand les mots ne suffisent pas, il y aura la couleur, l'art et les formes qui vont justement qui vont prendre le relais pour leur donner la chance de s'exprimer. Voilà. Oui, et aussi pour les personnes atteintes d'Alzheimer également. D'Alzheimer, oui, parce qu'il faut savoir que toutes les activités artistiques confondues, que ce soit peinture, poterie, dessin, vont justement toucher des zones du cerveau dédiées à la créativité. Et ça va donner, nous avons eu plusieurs résultats là-dessus, et ça va donner justement la chance à ces personnes atteintes d'Alzheimer d'avoir une meilleure qualité de vie. Et ça va leur rappeler des souvenirs anciens. Des projets à l'avenir? Plusieurs projets, oui. En fait, le but de récréation artistique, notre but, c'est d'avoir récréation artistique dans tout le territoire national, de l'avoir un peu partout parce qu'on nous appelle de plusieurs wilayas du pays. Et on a commencé par faire quelques ateliers. On en a fait un à Béjaïa dernièrement. C'était très inspirant. Il y avait la mer aussi. Et ça a drainé beaucoup de monde? Oui, oui. Oui, et ça a attiré l'attention. Ça attire de l'attention, d'autant plus qu'il y a des wilayas où il n'y a pas ce genre d'activité artistique. Donc le but, c'est justement de semer un peu d'art un peu partout. De réconcilier les Algériens avec l'art, c'est très important. Et on a remarqué que les Algériens s'intéressent de plus en plus à l'art. Et ils initient les enfants. Depuis toujours, hein. Oui, mais de plus en plus. Ouais. Oui, de plus en plus. Donc ils initient leurs enfants, ils font des activités maman-enfant, ils viennent after work, après les heures de travail, ils font des ateliers maman-enfant, peut-être carrément parent-enfant, non? Parent-enfant, maman-enfant, papa-enfant. Et ça, c'est un moment de complicité entre les parents et je pense que c'est une façon d'éloigner aussi les enfants des écrans. Ouais. Donc, je pense que très important. Les parents, ils viennent, surtout durant cette saison estivale, ils nous disent, s'il vous plaît, aidez-nous à éloigner les enfants des écrans. Et voir leur enfant passer 3 heures à faire une activité artistique loin des écrans, je pense que c'est très important.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci C'était pour, très intéressant. Vous avez peut-être un dernier mot Peut-être une dédicace, allez, aux élèves, pourquoi pas Je vais dédier justement ça à tous mes élèves, tous les élèves de récréation artistique et à mes parents de m'avoir encouragée et d'avoir toujours été là derrière moi pour tout ce que je suis, pour tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Merci. Alors, c'est dit. Merci beaucoup, Madame Boungab Hafida. Je rappelle que vous êtes directrice de l'école Récréation Artistique. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on a une dédicace à Yasmine Taouchichet pour l'obtention de son bac Kulha Kulshim Brok. Et un grand bonjour aussi à la famille Merahba de Douira de la part de notre collègue Kherdin. Pour cette dernière émission de Brise d'été, je tiens également à remercier vivement l'équipe technique du car HD3 et à Tekom Saha qui nous ont accompagnés tout au long de cette belle expérience Brise d'été ici à partir de Tipaza Village. Les gars, c'était un pur moment de plaisir en votre compagnie. Je remercie également Yezidait Mahidine, Amel, Samira, tout le monde, Maria Makek, Kamel Almi, donc tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette belle émission, Reda Amiri également. Voilà, donc je vous remercie, vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve très bientôt sur Canal Algérie. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez, et puis surtout, gardez le sourire.